Bonjour tout le monde. Je vais revenir un peu sur la situation actuelle. La vidéo ne sera pas longue, mais depuis quelques jours, nous assistons à des situations successives et rapides, à point qu'on ne réfléchit voire analyse plus sur les détails, alors qu'en géopolitique, les détails sont parfois beaucoup plus importants. Nous avons entendu dire Emmanuel Macron le 6 passé que les Africains ont oublié de dire merci à la France. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne loi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. La question que je me pose, qui doit dire merci qui? Dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur la forme, mais je vais juste analyser le discours en commençant par rappeler quelques faits historiques. Donc, nous ferons un peu de parallélisme pour comprendre exactement la situation. D'abord, Macron veut parler ici les pays subsahariens, notamment ceux de l'AES, car il dit qu'ils nous ont oublié de dire merci. Donc, il parle ici du Sahel, notamment avec les nouvelles déclarations des pays respectifs, le Sénégal et le Tchad. Alors, qu'est-ce que la France a fait dans le Sahel pour être remerciée? Je crois que sur ce fait, Ousmane Sonko l'a bien répondu. Même les Français reconnaissent que la France a fait une erreur monumentale, raison pour laquelle beaucoup de responsables français ont même essayé de sauver la face. Par exemple, ici, Aurélien Taché, il dit ici, Monsieur le Premier ministre, cher Sonko officiel, cette déclaration n'engage qu'Emmanuel Macron, un homme qui n'a plus de légitimité populaire, mais qui s'accroche au pouvoir et abîme son pays. Certainement pas le peuple français, que son discours ce matin a couvert de honte. Alors, dans la réponse de Sonko, il y a quelque chose qui me marque. C'est ici. Bien au contraire, elle a souvent contribué à déstabiliser certains pays africains, comme la Libye, avec des conséquences désastreuses notées sur la stabilité du Sahel. Effectivement, la France a toujours participé à la déstabilisation de beaucoup d'États africains, malgré leur indépendance. Revisitons les archives de l'histoire et
C'est que l'affaire est grave. Au Congo-Brazzaville, des officiers de l'armée du jeune État indépendant se sont mis en tête de renverser le pouvoir. Ce chef d'État sur le point de se faire renverser, c'est l'abbé Youlou. L'abbé est un drôle de personnage, autoritaire, excentrique. Prêtre suspendu par sa hiérarchie, amateur de jolies femmes, c'est un coquet qui porte des soutanes de chez Dior. On chuchote que le grand patron, le général de Gaulle, ne l'aime pas. Oui, mais Youlou est l'homme de la France à Brazzaville. C'est un ardent francophile. Et puis Brazzaville, c'est une ancienne capitale de la France libre. Tout un symbole. Il faut agir très vite. Dans les rues de Brazzaville, ça ne va pas très bien. Les émeutiers l'emportent. Les gendarmes français, présents sur place au nom des accords de coopération, sont dépassés. Un photographe de Paris Match se trouve dans le palais présidentiel le jour du coup d'État. Il immortalise l'abbé Youlou, en train d'appeler le général de Gaulle qui est en vacances à Colombey. De Gaulle temporise. Il rassure Youlou. L'armée française se déploie au point stratégique de Brazzaville. Elle est confiante. Jamais les soldats congolais n'oseront tirer sur des militaires français. Cela ne se fait pas. Alors que le leader guinéen ne désire pas rompre définitivement les liens avec la France, c'est l'ancien colonisateur qui supprime unilatéralement l'aide économique et gèle les avoirs de la Guinée. Indépendance et rupture des liens. En pleine guerre froide, cela a une signification très précise. Sékou Touré se tourne vers l'URSS pour assurer sa protection et son développement économique. Sékou devient doublement l'homme à abattre. C'est le début d'une lutte sans merci et très personnelle entre Jacques Foccart et Sékou Touré. Sékou Touré, oui, un discours évidemment très dur sur Foccart et il utilisait ce terme disant Foccart et puis peut-être pousse vers le bas, tel un empereur romain. Très vite, on a vu que Sékou Touré devenait un potentat, que ce type magnifiquement doué, compétent, connaissant beaucoup de choses, très intelligent, était pris par le pouvoir absolu et devenait un tyran. Ça s'est révélé en quelques mois. Le SDEC lance l'opération Persil, qui consiste à inonder la Guinée de fausses monnaies pour couler l'économie du pays. Les services forment des groupes d'armées d'opposants guinéens, notamment depuis le Sénégal. On tente d'éliminer physiquement Sékou Touré. Toutes les tentatives échouent, dont l'une d'elles de façon rocambolesque. L'un des officiers paras chargés de la mission a des remords. Très catholique, il s'en ouvre à un prêtre. Celui-ci brise le secret de la confession, et de fil en aiguille, l'information remonte au Quai d'Orsay, à Paris. Foccart est contraint d'annuler l'opération, momentanément. L'exemple de la Guinée de Sékou Touré est très intéressant parce que voilà un homme qui a pris au mot le général de Gaulle, à savoir que chacun pouvait dire oui ou non, mais il a pu expérimenter quelles étaient les conséquences de dire non. À partir du moment où il a manifesté sa volonté de quitter le système qui a été mis en place par de Gaulle-Foccart, eh bien, c'est extraordinaire qu'il est mort de mort naturelle, parce qu'il a été fait l'objet de complots continuels, de déstabilisation continuelle. Tout ce qu'on peut imaginer a été fait en fait, je peux dire par la France, avec à la manœuvre Jacques Foccart. L'année 1960, toute l'Afrique noire francophone, comme ici Madagascar, devient indépendante. On croit souvent que les indépendances africaines se sont passées pacifiquement. Ce n'est pas vrai partout. Au Cameroun, la révolte du Bamileke a débuté alors que le pays est encore sous mandat français. La France poursuit son intervention dans le Cameroun devenu indépendant. Une lutte militaire secrète s'engage alors entre l'armée française et les insurgés. L'un des officiers français, parlant des maquisards, note « Animés d'une foi aveugle en leurs sorciers, ils se montrent de jour en jour plus agressifs. » Disposant d'un recrutement facile et pratiquement illimité, les pertes comptent peu. Le bilan officiel de cette guerre secrète est de 20 000 morts côté camerounais et d'une centaine côté français. Le véritable bilan ne sera sans doute jamais connu. Bienvenue en Suisse.
Car c'est à Genève qu'un journaliste du nom de Bechtel doit rencontrer dans un hôtel Félix Moumié, le leader de l'Union des peuples camerounais, l'UPC, en lutte contre le pouvoir central camerounais. Sauf que ce journaliste est aussi réserviste du service Action. Sa mission est de tuer Félix Moumié. L'élimination des gêneurs peuvent être faits par le couvert d'un service officiel, le service Action de la République, le service Action de la DGSE. C'est le cas, par exemple, de l'assassinat de Félix Moumié. Et il peut y avoir des choses qui ne laissent strictement aucune trace, dont on ne sait pas. Il y a comme ça un certain nombre de gêneurs, entre guillemets, qui ont été assassinés, dont on ne sait pas, ou dont on ne saura jamais véritablement, parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête, par qui ça a été décidé. Bechtel et Moumié se rencontrent autour d'un apéritif. Bechtel empoisonne la boisson de Moumié. Ce poison agit lentement. Pour des raisons diplomatiques, Moumié ne doit surtout pas mourir en Suisse. Mais ce dernier, tout à son discours, ne boit pas. Les deux hommes passent à table. Bechtel verse une seconde dose de poison dans le verre de vin. Moumié ne boit toujours pas. À la fin du repas, il s'absente quelques minutes. Et lorsqu'il revient, il boit coup sur coup son apéritif et son verre de vin. Moumié s'est empoisonné 2 fois. Les relations diplomatiques entre la Suisse et la France se refroidissent quelque temps. La préservation des intérêts stratégiques de l'État franco-africain peut nécessiter des interventions en dehors du précaré, comme au Katanga, province de l'ex-Congo belge qui a fait sécession lors de l'indépendance. De Gaulle interpelle Foccart à ce sujet. « Dites-moi, il est bien ce Tchombe, il faudrait l'aider ?» Mais nous l'aidons, mon général, nous l'aidons. Chrétien, anticommuniste et donc pro-occidental, Moïse Tchombe, l'homme qu'il faut aider, est le président du jeune État du Katanga. Tchombe a fait sécession lorsque le Congo belge devient indépendant en 1960. Il est soutenu financièrement par la toute-puissante Union minière du Katanga, qui regroupe les intérêts de l'ancien colonisateur belge, ce qui lui a valu le surnom de « Monsieur Tiroir-Caisse ». Dicton, qui tient le Katanga détient la fortune du Congo. Cette province est en effet si riche en minerais que l'on parle d'anomalie géologique. Depuis toujours, les puissances occidentales lorgnent dessus. Les soviétiques également. C'est une des premières réserves au monde en cuivre. Donc un but stratégique de premier ordre. Donc là, c'est pas une histoire africaine, c'est une histoire est-ouest. L'indépendance du Congo est conduite par un brillant Premier ministre, Patrice Lumumba. Mais il a des sympathies communistes. Mauvais point pour lui car il devient l'homme à abattre pour les Occidentaux. Par ailleurs, le départ des Belges se passe mal. Le Congo s'enfonce dans le chaos et la violence. L'armée congolaise est dirigée par un homme dont on n'a pas fini de parler. Anticommuniste et secrètement opposé à son premier ministre Lumumba, il s'appelle Mobutu et il est soutenu par la CIA. Lumumba doit remettre la main sur le Katanga et éliminer Tchombe. Il en appelle à l'ONU. Toute la guerre froide se donne rendez-vous au Congo. Résumons-nous. Pour la CIA, il faut empêcher le Congo de sombrer dans le communisme, réunifier le pays et en faire une chasse gardée. Pour le KGB, le Congo doit entrer dans le bloc de l'Est. Pour Foccart, il faut supplanter la Belgique et faire entrer le Katanga, et pourquoi pas tout le Congo, dans le giron de la France. Même si les considérations économiques ne sont pas absentes, pour Foccart, l'intervention au Katanga est une mission à caractère sentimental. Homme dont on sait avec certitude qu'il avait été en contact avec nos services 10 ans plus tôt. Simple coïncidence ? Le Biafra est au Nigeria ce que le Katanga est au Zaïre, la province la plus riche, sauf qu'il s'agit ici de pétrole. En mai 1967, les Igbos proclament la République du Biafra et font sécession du Nigeria, ancienne colonie britannique. Rapidement, les forces nigérianes encerclent le Biafra. Cette agitation au sein de la zone anglo-saxonne ne peut évidemment laisser Jacques Foccart indifférent.
Qui a pris le parti du Nigeria, c'est d'ailleurs les Britanniques, puisque c'était une ancienne colonie britannique, les Russes, les Allemands, les Italiens, etc. Donc c'était perdu d'avance. Et non seulement elle n'est pas dans la mouvance française, mais le Nigeria manifeste contre la France et ses valets néocoloniaux et prend position contre les expériences atomiques notamment. Le Nigeria est dans l'œil de Foccart. Et là encore, les mercenaires entrent en action. Jacques Foccart assure le soutien logistique. Bob Denard y est allé, etc. Les uns et les autres, tout le monde s'est retrouvé là-bas. Bob Denard, en tout cas, est en osmose avec la France, avec son pays, avec le gouvernement. C'était des militaires de métier, si vous voulez, des soldats de fortune. Ils allaient chercher leur fortune au Biafra avec la bénédiction de l'Élysée. Un pont aérien est mis en place depuis Libreville, la capitale du Gabon. Bongo, le tout jeune chef d'État intronisé par Foccart, accepte de bien mauvaise grâce que son pays serve de base arrière à l'action au Biafra, bien qu'il s'en défende. Nous avons parlé du Biafra avec le général de Gaulle. Dans un sens purement humanitaire, j'ai été très surpris, voire même indigné, de constater que certains journaux écrivent que le Gabon sert de relais pour les armes à destination du Biafra et que c'est la France qui fournit ces armes-là. Mais je tiens à vous dire une fois de plus qu'il n'est pas du tout question que la France fournisse des armes au Biafra. On faisait surtout beaucoup de rotation entre Libreville et Abidjan pour aller chercher la marchandise. Et puis après, on a commencé à faire des... Franchement, voyez-vous Foccart, alias Binot, alias Père Joseph, alias le chanoine, rendre son tablier? Le nouveau pouvoir le sait, mais ne peut rien y faire. Foccart reste actif, notamment depuis le Gabon du président Bongo, dont le pays est rebaptisé à l'époque Foccarland. Toujours selon le dossier du SDEC, l'ombre de Foccart plane sur la tentative de coup d'État au Bénin en 1977, dirigée par Bob Denard, et sur le coup de force du mercenaire aux Comores en 1978. Les Comores permettent de contourner l'embargo auquel est soumis l'Afrique du Sud de l'apartheid et de soutenir les Sud-Africains qui luttent contre les communistes au Mozambique et en Angola. Foccart et ses hommes poursuivent la lutte contre le Guinéen Sékou Touré et cherchent toujours à l'éliminer. Les complots succèdent aux complots. Amen. C'est de Centrafrique que va venir le coup. Bokassa s'autoproclame empereur en 1977. Le sacre coûte l'équivalent d'1 an d'aide française à la Centrafrique. Il faut savoir, tout de même, il faut le dire, c'est que Bokassa, avant de prendre sa décision, en a parlé à Paris. Bokassa me l'a dit. S'il m'avait dit de ne pas le faire, je ne l'aurais pas fait. Bon, mais à Paris, on ne m'en a pas dissuadé. Giscard d'Estaing avait l'habitude d'aller chasser une fois, quelquefois 2 fois par an, en Centrafrique. Donc les relations se sont très vite nouées, forcément. Et elles ont été cordiales pendant plusieurs années, mais elles se détérioraient un peu au fil des années, parce que Bokassa me disait qu'il était énervé par l'attitude de Valéry Giscard d'Estaing lorsqu'il était en Centrafrique, parce qu'il se croyait un peu en pays conquis. En 1979, Giscard décide de renverser Bokassa. Une campagne de presse a préparé l'opinion. On accuse Bokassa de massacre et même de cannibalisme. C'est faux. Si Bokassa Ier a bien du sang sur les mains, l'affaire est montée de toutes pièces par les services pour justifier le coup d'État. Vous avez entendu partout le nom de la France et celui de Jacques Foccart. Malgré la soi-disant indépendance des pays africains, la France continue toujours de déstabiliser ses États. Mais ce n'est pas tout. Sans parler de la colonisation, de l'esclavage, de la traite négrière, etc. Donc, de quoi les Africains devront dire merci à la France? Elle devrait plutôt présenter des excuses à l'égard des Africains,
voire même de décréter une journée d'excuses à l'égard du continent chaque année, vu l'histoire tragique qui nous lie, et elle est le seul responsable. Mais ça ne s'arrête pas toujours là. Nous allons revenir sur le Sahel. Depuis 2012, le Sahel vit dans des situations extrêmement déplorables. Le terrorisme. D'où vient encore cette déstabilisation? Peu après que l'OTAN a démoli la Libye avec ses bombardements, les terroristes se sont dirigés vers le sud. Et à ce moment-là, Laurent Fabius m'a appelé. Il était à l'époque ministre des Affaires étrangères. La France était préoccupée par la menace qui planait sur le Mali, où se trouvait le contingent français selon l'accord avec Bamako. Et depuis le nord du Mali, du côté des Touaregs, avançaient des méchants de toutes sortes pour occuper la capitale du Mali. La France voulait que son contingent au Mali obtienne l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU pour lutter contre cette menace terroriste. Laurent m'a appelé et m'a demandé de ne pas nous y opposer. J'ai répondu que non seulement on n'allait pas se prononcer contre cela, au contraire, qu'on allait l'appuyer, du fait que c'était une tâche véritablement importante, s'agissant d'une menace terroriste. Mais il faut garder à l'esprit, lui ai-je dit, que vous allez réprimer les activités des gens que vous avez armés en Libye. C'est lorsque Sarkozy et Obama ont décidé de renverser le colonel Kadhafi en Libye pour des raisons fallacieuses et crypto-personnelles. C'est à partir de ce moment que la région d'Israël est entrée dans le chaos total. C'est à ce moment que certains militaires qui étaient dans le rang du colonel et d'autres personnes, voire des bandits, ont parti avec plusieurs cargaisons d'armes sans contrôle ni rien, notamment vers le. À la suite du non-contrôle des armes, des groupes organisés prennent le contrôle de la région d'Israël. Alors, qui sont-ils? Il y a d'abord les Touaregs. Je rappelle que les Touaregs est un peuple un peu métis que nous avions déjà parlé dans la série de vidéos sur la traite orientale. On avait parlé de leur origine, leur rôle dans la traite avec des razzias, mais aussi avec les pactes et les traités qu'ils signaient avec les Européens pour déstabiliser les communautés africaines afin de faire des esclaves. Aujourd'hui encore, l'histoire se répète sous d'autres formes, avec d'autres enjeux. Les Européens, notamment la France, se profitent sur les conséquences de la chute de Kadhafi, alors qu'elle est lui-même responsable, en utilisant des groupes Touareg et d'autres groupes armés pour déstabiliser encore le Sahel afin de continuer ces mafias dans l'exploitation des ressources naturelles sans aucun contrôle par ces États et dans le commerce des armements. Dans cet ancien centre administratif occupé par le MNLA, les soldats du colonel Amadou. Ces hommes font partie de ceux que l'on appelle les Libyens. Plus de 800 militaires touaregs incorporés dans l'armée de Kadhafi. À la chute du régime, ils sont revenus au Mali lourdement armés. Je précise que le MNLA est fondé en 2011, octobre 2011, mais les Touaregs réclamaient leur indépendance depuis 1964. Cependant, depuis 1964, ces indépendantistes peinent à contrôler 2 mètres ou bien 2 cm du territoire malien, mais là, le Mali est fautif, car il n'avait pas assumé ses responsabilités depuis le début. Certains peuples, tout comme zones, avaient senti leur marginalisation, leur abandon vis-à-vis des autorités, et finalement ils ont décidé de se révolter. À partir de 2012, que ce mouvement fit. Qu'est-ce qui s'est passé en 2012 pour que ces Touaregs proclament l'indépendance du nord du Mali? Justement, comme nous l'avons dit, les conséquences de la chute de Kadhafi.
mais aussi parce qu'il y a des groupes étrangers qui y sont immiscés. Je pense que cela n'était pas une coïncidence, c'était quelque chose bien programmé. Une autre question, qu'est-ce qui est derrière tout ça? Ces groupes djihadistes parfois beaucoup plus dangereux. Je ne sais pas, djihadistes au nom de quoi, mais en tout cas pas au nom de l'islam. Personnellement, je les considère comme des groupes criminels soutenus parfois par des puissances étrangères pour fragiliser davantage nos États. Les renseignements français surveillent la montée en puissance des principaux leaders de 3 groupes terroristes, Ansar Dine, Aqmi et le Moudjahou. Ils sont membres d'Al-Qaïda, indépendantistes touaregs ou anciens combattants de Kadhafi. Ils vivent du trafic de drogue et des prises d'otages. Depuis début 2012, ils occupent la moitié nord du pays et imposent la charia. Ces images de destruction des mausolées de Tombouctou font le tour du monde. Ce message est envoyé à la France, aux États-Unis et à tous les pays de l'OTAN. Leur dire que les Moudjahidines sont prêts à l'offensive à n'importe quel moment. Pour la première fois, ces groupes jusque-là autonomes sont en train de s'allier. Ils sont estimés à plus de 1500 combattants. Ce n'est pas tout. Le Mali se confronte aujourd'hui aussi avec la rébellion des soldats maliens formés par Africom. Selon Wikipédia, Africom est un commandement unifié pour l'Afrique créé par le département de la défense des États-Unis en 2007 et entre en fonction en 2008. Il coordonne toutes les activités militaires et sécuritaires des États-Unis sur le continent. Les questions que nous nous posons, c'est: ces soldats et officiers sont formés pour assurer la sécurité de la région, particulièrement du Mali, ou bien c'est pour le déstabiliser? C'est ce que Paul Lumumba appelait le lavage des cerveaux des militaires formés à l'étranger. Ces militaires rebelles sont-ils été laver les cerveaux pour des causes de l'impérialisme ou contre leur pays? Alors, il y a aussi la présence des militaires français dans la région du Sahel, mais nous allons insister ici sur le cas du Mali. Depuis 2012, on a l'opération Barkhane, Serval, etc. 4500 militaires composent l'opération Barkhane qui couvre 5 pays. La Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. La mission de cette force aux côtés des Nations Unies, assurer la sécurité des populations et lutter contre les GAT, les groupes armés terroristes affiliés à Daesh et Al-Qaïda notamment. De l'engagement militaire sur le terrain, de grenades! On voit le plus souvent les actions des forces combattantes au contact avec l'adversaire. Mali, 11 janvier 2013. La France, à la demande des autorités maliennes et de l'ONU, lance ce qui allait être la plus grosse opération hors coalition depuis la fin de la guerre d'Algérie. L'opération Serval, du nom de ce petit félin du Sahel. Serval, plus de 4500 hommes et femmes déployés. Leur mission, mettre un coup d'arrêt aux offensives des terroristes, rendre son intégrité territoriale au Mali et assurer la sécurité des 5000 ressortissants français. L'opération Serval, c'est à la fois une formidable campagne aéroterrestre, un immense défi logistique et une incroyable manœuvre interarmes. Retour sur le terrain, avec les forces terrestres, avec la brigade Serval armée par la 3e brigade mécanisée, la brigade Montsabert. Sa devise, un seul but, la victoire.
Ils imposent dans les villes conquises la charia comme seule et unique loi. Une centaine de pick-up lourdement armés foncent vers le sud. L'armée malienne, dépassée, submergée par le nombre, se replie. La ville de Konna tombe le 10 janvier à 16h. Pour les rebelles, la route de Bamako est ouverte. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Sur quoi se sont fondées les conditions de l'intervention militaire française au Mali en 2013, autrement dit l'opération Serval? D'une part, sur un mandat de l'ONU, d'autre part, sur la demande du Mali, car il y avait des accords qui lient les deux pays depuis 1959 notamment. Nous parlerons de ces accords dans la dernière partie de la vidéo. Dans le plus grand secret, l'Élysée commence à négocier les conditions d'une intervention militaire. Pour qu'elle soit légale, François Hollande demande une invitation écrite des Maliens. Une première lettre arrive à l'Élysée, par télégramme diplomatique crypté. Mais elle ne convient pas. Cette lettre du président malien Traoré, la voici, elle ne fait pas référence à l'ONU. Oui, c'est un problème parce que la France veut absolument intervenir dans le cadre de la légalité internationale. Et pour ça, elle a besoin que les Maliens adressent aussi leur appel à l'aide à l'ONU. La demande du Mali en question. Monsieur le Président, je voudrais vous réitérer mes remerciements du Mali, de son peuple et de son gouvernement pour les efforts inlassables que la France ne cesse de déployer en vue d'une résolution durable de la crise malienne. Suite au développement récent constaté sur le terrain et à la menace qui se précise contre nos premières lignes de défense, une intervention aérienne immédiate s'impose. Vous voyez bien, une intervention aérienne immédiate. Celle-ci consistera à fournir un appui renseignement et un appui-feu au profit de nos troupes. Depuis notre dernier entretien, mes premiers accrochages ont eu lieu à 75 km de la ville de Mopti, ainsi de suite. Donc vous voyez bien ce que le Mali demandait à la France. Dans cette lettre, le Mali demande deux choses: que la France leur fournit des renseignements sur les djihadistes avec leurs satellites, drones, des moyens de réparage, etc. et un appui aérien, c'est-à-dire des bombardements aériens afin d'aider les militaires maliens qui sont au sol pour stopper l'avancée de ces terroristes. Qu'est-ce que la France a fait après? Eh bien, elle a changé complètement les conditions de cette lettre, non pas dans l'intérêt du Mali, mais sans doute dans ses intérêts. Et il y a une autre difficulté sur cette lettre, elle est trop précise. Elle fait référence à une intervention aérienne immédiate. Or, le 9 janvier, la France est convaincue qu'elle devra intervenir au sol parce qu'elle pense que l'armée malienne en pleine débâcle n'est pas capable de faire face à l'avancée des pick-up djihadistes. Et donc cette lettre limiterait la marge de manœuvre de l'armée française. Cette lettre demandait une intervention militaire rapide, une intervention aérienne. C'est précisé, une intervention aérienne. Nous n'avions pas besoin d'une intervention au sol, parce que l'armée malienne était quand même prête à poursuivre les terroristes au sol. Et du coup, Traoré demande un appui aérien dans sa première lettre. Il pense que ça va suffire pour stopper l'avancée des djihadistes. Et deuxièmement, il est, je pense, assez réticent aussi à une intervention militaire complète sur le sol malien. Et Dioncounda Traoré et les autorités maliennes sont assez crispés sur ce sujet-là. À partir de maintenant, le Mali n'avait plus le choix, vu la remise en cause de son intégrité territoriale. Et finalement, la France intervient au Mali selon ses méthodes et ses critères. Donc, pourquoi le Mali ou les pays africains devraient dire merci à la France? Les militaires français qui sont tombés au Sahel sont morts pour la France
et un non pour l'Afrique. Parce que c'est elle-même France, qui a imposé le déploiement de ses militaires dans le sol malien, comme nous l'avons indiqué dans la modification de la demande. Et vous verrez plus tard avec les accords secrets qui avaient été signés. Et vous allez découvrir aussi d'autres choses. Nous allons maintenant passer au second point. Mais posons-nous d'abord ces questions. Est-ce que les djihadistes combattent au Sahel pour la cause de l'islam? D'où viennent les moyens qu'ils utilisent, leurs armements? Avec quoi elles payent leurs soldats? Ou bien, est-ce que aussi les Touaregs combattent uniquement pour leur indépendance? Qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? D'où viennent leurs armements? Qui paye les combattants? Par exemple, ici, dans ce témoignage d'un soldat anonyme, vous allez comprendre que le terrorisme a un facteur attractif, l'argent. Je l'ai suivi et j'ai rejoint Al-Qaïda. Je suis resté au sein d'une brigade, mais ce que j'ai vu, ce n'était pas compatible avec mes valeurs. L'apprentissage coranique était quotidien. On quittait un endroit, on circulait, puis on s'arrêtait pour lire des versets du Coran. On faisait cela pendant 1 mois ou 2, et ensuite on changeait d'endroit. Je ne peux pas dire avec certitude de quel islam il s'agissait, mais je sais que c'est un islam différent de celui que nous pratiquons ici. Le chef de groupe, lui, ne m'a pas caché qu'il était pakistanais. Nous passions dans des campements pour inviter les gens à nous rejoindre, pour faire du prosélytisme. Nous leur parlions de la nécessité d'être respectueux du message de la religion. Moi, je pense qu'Al-Qaïda se renforce à cause de la pauvreté qu'il y a ici. Si l'on avait donné la possibilité à tous ceux qui sont ici d'avoir des projets et de travailler, beaucoup n'auraient pas été tentés d'intégrer les rangs d'AQMI. Et AQMI serait parti. Mais la question est d'où vient cet argent? Effectivement, c'est avec l'exploitation des ressources naturelles non contrôlées par ces États dans des zones occupées, notamment lors du Mali, mais aussi avec le trafic de drogue, etc. Est-ce que la France aussi intervient au Mali pour secourir seulement les Maliens? Toutes ces questions révèlent qu'il y a quelque chose qui n'est pas dit. Qu'est-ce qui est derrière le contrôle de la zone sahélienne? N'oubliez pas que la France allait jusqu'à dire l'armée malienne de ne plus franchir certaines zones du nord du Mali. Et là où les ressources sont plus convoitées. Pourquoi les djihadistes, les Touaregs, la France, chacun veut à tout prix contrôler le Sahel, notamment le nord du Mali? Je pense que le dénominateur commun de toutes ces parties, c'est les ressources naturelles. Mais écoutons d'abord leur version officielle. Les Français. Que la France répondra aux côtés de nos partenaires africains à la demande des autorités maliennes. Elle le fera strictement dans le cadre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et elle sera prête à arrêter l'offensive des terroristes si elle devait se poursuivre. Et les Touaregs. Venir sur les détails car la vidéo risque d'être longue, mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons que l'enjeu principal de toutes ces bandes armées, y compris l'armée française, c'est bien les ressources naturelles qui sont dans cette zone. Regardons ce petit reportage dans Le Monde et nous allons écouter ce qu'avait dit Imam Dibou à l'époque. L'année 2019 aura été particulièrement sanglante au Sahel. Cette région, vaste comme l'Europe et à cheval sur 5 pays, est en proie aux violences intercommunautaires et aux attaques djihadistes contre les armées locales et l'armée française.
Ce qu'on observe, c'est que la menace s'est déplacée du nord désertique à la frontière entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali, et que la France, qui est présente militairement depuis 2013, a du mal à endiguer le mouvement. Alors comment c'est arrivé? Réponse en carte. Le Sahel est traditionnellement une zone de transit et d'échange, où les routes caravanières du passé permettent aujourd'hui des commerces à la fois licites et illicites. Les frontières, relativement récentes, ne sont pas un obstacle au nombreux trafics. C'est aussi une région qui regorge d'hydrocarbures, d'uranium et d'or. Le Mali est situé au cœur de cette région sahélienne. Le nord du pays, désertique, peu peuplé et très vaste, est coupé du sud par la région du delta intérieur du Niger, marécageuse et difficile d'accès. Cette région échappe traditionnellement au contrôle de Bamako, et c'est ici que se sont enracinés des groupes djihadistes comme AQMI, la branche sahélienne d'Al-Qaïda. En 2012, éclate une rébellion touareg indépendantiste sur laquelle se greffent des groupes djihadistes qui prennent le contrôle de la moitié du Mali. C'est pour stopper cette menace qui avançait vers Bamako que la France lance en 2013 l'opération Serval, remplacée en 2014 par Barkhane. Son objectif, appuyer les pays de la région dans la lutte antiterroriste. Harcelés par les forces françaises, les groupes djihadistes ont été dispersés. Fragmentés, multipliés, ils ont essaimé dans la région vers le sud. Les djihadistes ont trouvé au Sahel un espace de refuge et de recrutement, exploitant les rivalités notamment entre éleveurs nomades et agriculteurs sédentaires. Des rivalités amplifiées par le dérèglement climatique qui réduit les zones agricoles ou de pâturage. Dans cette région où les États sont fragiles et les frontières poreuses, la violence a débordé hors des frontières du Mali. D'année en année, les attaques se sont intensifiées. Cette guerre aurait fait au moins 6700 victimes et 900 000 déplacés. En 2017, 3 groupes djihadistes sont particulièrement actifs. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, né en 2017 de la fusion de plusieurs entités, dont AQMI, l'organisation État islamique dans le Grand Sahara, et enfin, Ansarul Islam, premier groupe djihadiste local au Burkina Faso, apparu en 2016. En 2018, la France annonce avoir neutralisé de nombreux chefs terroristes et plus de 200 combattants. Depuis 2015, 600 djihadistes ont été tués. Autre fait marquant qui s'est amplifié ces derniers mois, les attaques ont progressé en organisation et en coordination. C'est ainsi que les 2 Français, enlevés le 1er mai au Bénin, ont été retrouvés à l'issue d'une opération des forces spéciales françaises le 10 mai au Burkina Faso, près de la frontière malienne. Une véritable verticale nord-sud s'est mise en place et un tiers du Burkina Faso est désormais hors du contrôle des forces de sécurité, harcelées par les groupes armés. Aujourd'hui, la menace se concentre dans la zone dite des 3 frontières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Une opération baptisée Bourgou 4 a été lancée par la France le 4 novembre dans la région. C'est aussi dans cette région, au sud d'Indelimane, que 13 soldats français de l'opération Barkhane ont péri le 25 novembre dans un accident d'hélicoptère au cours d'une opération antiterroriste. La France, qui déploie 4500 soldats dans la région et y a perdu 41 hommes en 6 ans. Des morts qui viennent alimenter les questions sur le bien fondé de l'action militaire au Sahel. 5 ans après sa création, la force militaire conjointe des pays du G5 Sahel échoue à faire ses preuves.